Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'éducation des jeunes samouraïs, en s'appuyant sur l'article « L'éducation d'un jeune samouraï », entre rigueur et obéissance. On va essayer de comprendre ce qui faisait le cœur de cette formation si particulière. Oui, une formation qui allait bien au-delà du simple guerrier. Exactement. Et d'ailleurs, l'article d'entrée de jeu, il nous dit que c'est pas juste un entraînement, c'est décrit comme un engagement éternel. Un lieu secret où se sculpte la volonté. Et cette phrase « retenir le souffle avant l'élan », ça donne tout de suite une idée de la maîtrise intérieure qu'on cherchait. Oui, c'est une image très forte. Ça suggère une préparation interne avant toute action externe. Pour saisir ça, il faut regarder un peu les débuts. Avant même de toucher un sabre, l'enfance était frugale, marquée par l'attente, le silence. L'idée, c'était de forger l'âme d'abord. C'est ça. Et c'est de là, de ce terreau, qu'émerge le fameux Bushido. Ah oui, le Bushido. Ce code, il n'était pas écrit au début, mais il était vécu. La loyauté, la maîtrise de soi, le courage. Tout ça était central. Et ensuite venaient les premières écoles, les Bushige. Effectivement. Et attention, c'était pas juste des dojos pour apprendre à manier le bokken, le sabre de bois. Non, c'était plus que ça. Ah oui, bien plus. C'était des lieux pour éveiller l'esprit. On y étudiait aussi les classiques chinois, le tir à l'arc. Et l'enseignement, il était très particulier. C'est-à-dire ? Le maître parlait peu. Il enseignait surtout par l'exemple, dans une sorte de silence vigilant. Et l'élève ? L'élève, lui, devait être dans l'observation constante, apprendre par la répétition, en tombant, en se relevant, encore et encore, et surtout sans se plaindre. C'est ce processus qui forgeait l'esprit. Acéré, sans arrogance, ferme, sans colère. Cette discipline, ce calme intérieur, ça revient tout le temps dans l'article. Omniprésent. Maîtriser son souffle, contenir ses impulsions. Le maître silencieux en est l'incarnation parfaite. La vraie force, selon l'article, elle naît de cette endurance, de ce silence cultivé. C'est un point clé, vraiment. La maîtrise du corps avant l'épée. Oui. Tout commence par la respiration, l'immobilité, trouver son centre, le hara. Le fameux hara. Exactement. Apprendre à tomber correctement, maîtriser son souffle avant même de penser à la vitesse ou à la technique de coupe. Le sabre, finalement, il devient juste le prolongement d'un corps qui est déjà en paix, maîtrisé. Face à la douleur ou la difficulté. Tout à fait. Et cette obéissance au maître. Oui, parlons-en de cette obéissance. L'article insiste sur le fait qu'il faut faire silence en soi et que l'obéissance n'est pas une contrainte. Non, ce n'est pas présenté comme ça. C'est plutôt un choix intime. Le choix de suivre la voie, de recommencer sans cesse, sans plainte. Un alignement volontaire. Et le rôle du sensei, du maître dans tout ça. Il est fondamental. Il façonne l'homme avant le guerrier. Souvent par une guidance très discrète, presque silencieuse. Il enseigne la rectitude, le calme intérieur face à l'adversité. L'article l'appelle le père silencieux de l'esprit. C'est une belle image. Il ne donne pas les réponses. Non, il pousse l'élève à les trouver lui-même par l'expérience directe. Et les rituels, comme la cérémonie du premier sabre, ils semblent marquer des étapes importantes. Très importante. Recevoir son premier sabre, ce n'est pas juste obtenir une arme. L'article le dit bien. C'est un héritage, une promesse. Un serment silencieux. Voilà, qui engage sur un chemin intérieur dont on ne revient pas vraiment. Et ça nous ramène à cette notion d'obéissance. Comment la comprendre ? Pas comme une soumission aveugle, donc. Non, absolument pas. C'est plutôt la capacité à plier sans se briser. C'est là qu'est l'idée un peu paradoxale. Se soumettre pour mieux se dépasser. Exactement. Accepter l'autorité, que ce soit un ordre direct, l'enseignement du maître, ou même, disons, les épreuves du destin. Ça devient un moyen de grandir intérieurement. C'est dans cet effacement, cette humilité, que résiderait la force. C'est ce que suggère l'article, oui. L'obéissance devient alors une forme d'accomplissement personnel, l'incarnation des principes auxquels on adhère. Si on résume, cette éducation, c'est une sorte de sculpture très patiente de la volonté. Oui, c'est ça. Façonnée par le silence, la discipline, la maîtrise de soi, corps et esprit, et cette obéissance vue comme un dépassement. Le développement intérieur prime sur la technique martiale pure. Tout à fait. L'intérieur avant l'extérieur. Alors la question qu'on peut se poser, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui ? Évidemment, c'est pas un modèle à copier tel quel, on est d'accord. Bien sûr. Mais ça peut nourrir une réflexion. Sur des valeurs comme la droiture, l'humilité face à l'apprentissage, la persévérance. Et puis,
cette idée qu'une certaine forme de puissance, peut-être la plus solide, se cultive lentement dans le calme intérieur, loin de l'agitation et de l'immédiateté. Ça résonne encore, je trouve. Oui, ça résonne fort. Et peut-être une dernière piste pour nos auditeurs et auditrices, au-delà du contexte historique, cette idée de se soumettre pour mieux se dépasser. Comment pourrait-elle éclairer notre propre façon d'aborder les défis ? Se soumettre non pas à une personne, mais peut-être à un idéal qu'on choisit, à une discipline personnelle, ou simplement à l'acceptation de ce qui est difficile. Où trouver notre propre force silencieuse aujourd'hui ? Voilà.